Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine d'analyse quotidienne qu'on lance tout de suite avec l'équipe de France. C'est parti. Mon premier enseignement, et il sera tactique, c'est que les Bleus nous ont proposé une cuisine très différente de ce qu'on a vu cet été et même de ce qu'on a vu il y a quelques jours contre l'Allemagne, parce que dès le coup d'envoi, la France a mis le pied sur le ballon, prenant l'initiative de la rencontre, travaillant le bloc néerlandais et l'écrasant de plus en plus bas en se procurant un bon nombre de situations dangereuses. Et donc si le menu a changé, on peut pas dire pour autant qu'on a été très surpris, parce que face à un adversaire quand même plus faible que l'Allemagne, assez docile aussi, hors de possession et à domicile, dans un stade de France plein à craquer, qui célébrait ses héros, les Bleus ont livré et ont voulu livrer une première mi-temps remarquable dans l'engagement, avec du pressing à la perte de balle même, qui a notamment conduit à l'ouverture du score. Et donc finalement sur les 45 premières minutes, j'ai vu qu'une seule séquence de bloc bas traditionnel, la fameuse patience made in France qui rappelle la Russie. C'était entre la 21e et la 23e minute, peut-être pour souffler un peu, mais quoi qu'il en soit, grosse débauche d'énergie sur ce premier acte, et je pense qu'à la mi-temps, les Hollandais ont été soulagés de rentrer au vestiaire en étant toujours dans la rencontre. Et puis beaucoup de choses ont changé, donc deuxième enseignement pour une deuxième période sensiblement différente, où pas mal de certitudes acquises en première ont été rapidement battues en brèche. La France noyait les Pays-Bas, elle se retrouve à boucher les fuites dans sa défense. Tété et Babel catastrophique il y a une demi-heure, le premier devient passeur décisif pour le dernier. Olivier Giroud en peine sur le terrain, frustré et frustrant même pour ses partenaires. Il inscrit le second but décisif, et quel but! Et on peut même ajouter Areola qui sort d'une prestation XXL contre l'Allemagne et là qui se trouve vraiment sur l'égalisation hollandaise. Du coup, je sais pas vraiment quel enseignement tirer tout ça, si ce n'est quand on pense avoir compris comment lire le match qu'on regarde, le foot nous rappelle qu'il est par nature imprévisible et qu'il faut peut-être pas accorder trop d'importance à son jugement, et peut-être aussi belle réaction des Bleus quand même au mental. Et enfin, dernier enseignement qui est plutôt une remarque. Alors j'ai regardé le match sur un stream étranger, donc peut-être que la captation son était différente, mais on entendait vraiment pousser le Stade de France avec une vraie animation de tribune dirigée par le groupe ultra entre guillemets des irrésistibles français. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient au match et qui peuvent me confirmer l'impression, mais ça faisait plaisir à entendre. Et puis gros kiff aussi devant forcément les célébrations d'après-match. On s'y habitue, on s'y fait, alors on a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas si longtemps que ça, l'équipe de France était quand même un vrai sujet de division. Quel chemin extraordinaire parcouru depuis quelques années, même si, on le sait aussi, ça va très vite dans les deux sens. Le public est volatile presque par définition, mais tout de même, il faut apprécier ces moments de communion. On passe à mes tops et j'ai sélectionné d'abord deux milieux axiaux qui ont été très précieux pour leurs équipes respectives. Pogba d'abord, homme du match selon moi. Si N'Golo est le poumon, il est clairement le cœur et ses passes incisives ont irrigué tout le système français. Et puis Frenkie de Jong, côté néerlandais, que j'ai trouvé très précis. Alors j'ai pas regardé les stats, donc je sais pas si elles confirment l'impression, mais beaucoup de disponibilité dans l'entrejeu de sa part. À 21 ans, il est un des espoirs orange et on surveillera bien sûr sa progression. Et puis enfin, pas vraiment d'évidence pour le troisième top. Giroud a marqué un but crucial et vraiment de grande classe, mais jusqu'alors il avait été totalement à côté de la plaque, a perdu beaucoup de ballons sur des remises alors que c'est son point fort. Mbappé aussi a marqué, et comme d'habitude il a incarné le danger français, mais je l'ai trouvé imprécis à bien des égards. À la 50e seconde de jeu, après son crochet dévastateur, il sert pas Matuidi seul au second poteau, quelques contrôles aériens aussi qui ralentissent les contres. Alors je vais distinguer finalement Lucas Hernandez, que j'ai trouvé très combatif comme à l'accoutumée, et là j'ai regardé les stats, il n'a pas été dribblé une seule fois sur son côté, coaching perdant d'ailleurs pour Deschamps qu'il sort, puisque l'égalisation vient d'une erreur de positionnement de Mendy. Et puis pour les flops enfin, ça n'a pas été évident, j'avais Giroud et Babel avant leur but, mais Wijnaldum a été mauvais dans les deux surfaces, promesse est fautif sur l'ouverture du score en donnant un caviar malgré lui à Matuidi, et au-delà de ça il a été totalement transparent. Et enfin, Tété, malgré sa passe D, a été très en difficulté sur son côté droit. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. Qu'est-ce que vous avez pensé du match et des festivités dans leur ensemble? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour la suite, je vais pas pouvoir regarder Portugal-Italie ce soir, donc à partir de demain et pour tout le reste de la semaine, on rebascule sur des analyses classiques. J'en ai déjà préparé plusieurs, j'en ai plusieurs en stock, parce qu'on a bien travaillé et j'ai hâte de vous montrer tout ça, donc rendez-vous dès demain.
Pour être aussi animé qu'un Stade de France fêtant ses héros, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est la meilleure manière de m'encourager. À demain.